podcast Les Intercepteurs de retour après une semaine de congé pour le temps des fêtes. Ce soir, je suis seul par exemple, en espérant que ça se passe bien sans Louis. Louis ne pouvait pas être présent avec nous ce soir. Bon, ben commençons tout de suite par quelques nouvelles suite à cette dernière semaine du calendrier régulier de la saison 2022-2023 de la NFL. Suite à la victoire des Texans, les Colts ont renvoyé Lovie Smith. On s'entend que on savait tous que Lovie Smith, c'était pas un candidat à long terme pour les Texans. C'était clairement un entraîneur de transition. Ça m'a un peu surpris, par exemple, parce que les Texans se sont beaucoup améliorés dans la deuxième moitié de saison. C'est une équipe qui était très combative. Ils ont créé plusieurs surprises. Mais bon, c'était quelque chose qui allait arriver éventuellement de toute manière. Ça change clairement la donne pour le premier choix au repêchage du prochain repêchage, par exemple. Moi, autant que plusieurs personnes, étions convaincus que Bryce Young allait aller à Houston. Mais là, ça change un peu tout et ça vient vraiment brouiller les cartes. Parce que... Bon, en fait, les Bears. On va commencer par les Bears. Donc, c'est les Bears maintenant qui ont le premier choix au repêchage. Les Bears ont déjà 8 choix au repêchage. Pourraient décider d'échanger ce choix-là pour grandement améliorer leur capital au repêchage. Mais là, combien de choix ils pourraient avoir au repêchage et à quel point tu peux avoir des choix au repêchage et en tirer le maximum. Il y a quand même une limite. Il y a quand même une limite de bons joueurs. Et les Bears, entendons-nous, là, les Bears, c'est pas une équipe qui... historiquement, du moins depuis les 20-30 dernières années, qui est particulièrement bonne au repêchage, surtout pour repêcher des joueurs offensifs. Là. Si on exclut là, les porteurs de ballon des années 90, par exemple, les Bears, c'est pas grands joueurs qui nous viennent en tête vite comme ça, là, des choix au repêchage qui sont devenus des grands joueurs offensifs chez les Bears. Ils pourraient changer ce choix-là pour améliorer leur capital tout de même à des équipes comme Atlanta ou Indianapolis qui ont grandement besoin d'un choix au repêchage. Ils pourraient aussi le garder et aller repêcher un gars comme Jalen Carter, le plaqueur intérieur de Georgia. Ça amène aussi plusieurs questions, ce premier choix au repêchage-là. Est-ce qu'ils pourraient quand même repêcher un gars comme Bryce Young? Parce qu'ils ne font peut-être pas confiance à Justin Fields comme étant le carrière du futur. Justin Fields a démontré de belles habiletés comme coureur, mais comme passeur, ça reste à voir. Mais en même temps, Justin Fields n'a pas non plus eu le casting autour de lui pour se développer comme passeur non plus. Là. Ce qui vient à mon prochain point, c'est que les Bears, de toute façon, dans tous les cas, ils ont un paquet de trous à boucher. L'intérieur, l'extérieur de la ligne défensive, ils ont un besoin crucial de joueurs capables de se rendre au carrière, de mettre de la pression sur le carrière. La ligne offensive a besoin aussi, il y a des gros besoins. Au niveau des receveurs de passe, à peu près toutes les sphères de leur jeu, autant offensif et défensif, a besoin de joueurs. Pour ce qui est des Texans, même s'ils ont perdu leur premier choix au repêchage, ils ont de bonnes chances de repêcher un bon carrière pour leur futur. Bryce Young, de toute façon, Bryce Young pourrait être disponible encore au deuxième choix, tout dépendant de ce que les Bears décident de faire avec leur premier choix, évidemment. Mais il y a quand même Will Lewis et CJ Stroud qui semblent être prêts pour la NFL. De toute manière, on va parler de tout ça durant la saison morte. Il y a aussi l'entraîneur des Cards, Cliff Kingsbury, qui a perdu son emploi. On s'en attendait un peu, là. Après avoir donné un aussi gros contrat à Kyler Murray, il n'a pas réussi à profiter du talent de Kyler Murray pour créer une offensive efficace à la hauteur des attentes d'un premier choix au repêchage. Malheureusement, c'est souvent ça. Lorsqu'un entraîneur arrive en même temps qu'un carrière de première ronde, leur destin est souvent lié. Puis c'est toujours l'entraîneur qui va tomber en premier si ça ne marche pas. Ceci dit, le poste d'entraîneur-chef pour les Cards peut être un poste intéressant parce qu'ils ont une bonne équipe. Puis moi Kyler Murray, c'est évidemment, c'est un joueur de baseball, Kyler Murray, mais pour moi, c'est un des carrières qui lance un des plus beaux ballons dans la ligue, je trouve.
Bon, la grosse nouvelle. Ça fait beaucoup jaser, évidemment, et ça va faire jaser encore beaucoup. Là, je crois que c'est vrai. C'est pour de vrai, de vrai. Ça fait 3 ans que ça dure, que toutes les années, on pense que ça va arriver, puis ça arrive pas, mais je pense que cette année, c'est vrai. Et Aaron Rodgers et les Packers, c'est fini. Ça finit. Je pense que c'est vraiment cette année que ça se passe. Il est temps de donner sa chance à Jordan Love. Premièrement, Rodgers est en déclin. Il n'est plus un carrière élite. Il a de la difficulté à élever son jeu dans les moments cruciaux. On a juste à penser à la partie de ce week-end contre les Lions. On se souvient du match l'an passé en série contre les Niners. L'année d'avant contre les Bucks. Durant la saison morte passée, pas celle à venir, mais la saison morte passée, Rodgers a démontré un grand manque d'intérêt pour le football et pour son organisation. Donc, je pense que c'est fini pour Rodgers et les Packers. Les Packers, de toute manière, ont échangé des choix au repêchage pour monter dans le classement du repêchage 2020 pour aller chercher Jordan Love. Je pense qu'il est temps de donner la position de corps partant à Jordan Love. Puis Jordan Love est tout de même bien entouré. Il y a des bons receveurs comme Christian Watson et Alan Hazard. Il y a des bons porteurs de ballon comme Aaron Jones et A.J. Dillon. La ligne offensive est pas si mal, la défensive est bien. Il leur manque évidemment un troisième receveur parce qu'en dehors de Hazard et de Watson, il n'y a pas grand monde à qui lancer le ballon. J'ai rien contre Marcellus Lewis comme receveur inséré, mais ça leur prend vraiment un receveur inséré là, qui est plus orienté moins vers le bloc et plus vers courir des tracés, un peu comme le ferait un receveur éloigné. Ils vont pouvoir aller chercher ces joueurs-là au repêchage sans problème cette année. Cette année, on a un très bon repêchage. Parce qu'on prédit un très bon repêchage. C'est pas clair à ce moment-ci si Rodgers, lui, va prendre sa retraite ou il va aller continuer sa carrière ailleurs. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un marché pour Aaron Rodgers. Donc ça, on en reparlera durant la saison morte. Je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre. Il y a certains qui disent que d'échanger Rodgers, ce serait pas la bonne décision en raison des pénalités que ça amènerait sur la masse salariale. Entre autres, moi et lui, on en a déjà parlé de ça. Moi, je pense que c'est pas si grave étant donné que Jordan Love est encore sur son contrat recru. Et puis surtout, si on l'échange après le repêchage de cette année, les Packers pourraient aller chercher du capital au repêchage pour le repêchage de 2024. Et puis, la pénalité sur la masse, oui, elle serait grosse, mais je pense qu'ils pourraient manœuvrer autour de ça. Mais ça, on va reparler. Il va y avoir aussi probablement Tom Brady qui va bouger. On parlera de tout ça durant la saison morte. Parlons un petit peu des matchs de la semaine dernière, en fait. De la fin de semaine dernière, pardon. Et des matchs qui s'en viennent pour notre première fin de semaine de séries éliminatoires. Commençons d'abord avec la défaite des Cowboys contre les Commanders de Washington. Moi, je pense que c'est pour ça que Louis ne peut pas faire le podcast ce week-end. Il est trop triste d'avoir vu ces Cowboys s'écrouler comme ça devant les Commanders. Non, mais blague à part, c'est quand même un petit peu inquiétant comme défaite, là. Dans les dernières semaines, en fait, Dak ne joue pas très bien dans les dernières semaines. On le sait déjà, Dak, c'est pas le carrière qui peut élever son équipe et l'amener à la victoire lorsque la défensive est pas bonne et que le jeu de course ne peut pas être établi. Là. Dak, pour être bon, a besoin d'un jeu de course et a besoin d'une défensive qui est bonne. Dans le match contre Washington, ceci dit, Washington a une bonne défense contre la course. Donc, ça en a fait la preuve. Ils n'ont pas réussi à établir le jeu de course. La défensive de Dallas, elle est en régression depuis plusieurs semaines, malgré le talent qu'il y a sur cette équipe-là, surtout sur la défensive. Depuis plusieurs semaines, ça fait pitié. Ils ont eu des matchs difficiles contre des équipes comme Indianapolis ou Houston. Malgré tout, même si ça ne regarde pas bien en allant en série, ils s'en vont affronter Tampa Bay. Et Tampa Bay n'a pas sa place en série, là. C'est juste le système qui fait en sorte qu'ils sont en série, mais on s'entend que ce n'est pas une équipe qui mérite sa place en série. Ceci dit, j'ai une petite anecdote pour vous et pour Louis.
c'est une anecdote qui a été racontée dans un podcast que j'écoutais par Sean Payton. Sean Payton disait que depuis 40 ans, ça arrive à peu près aux 5 ans, qu'une équipe qui a une fiche autour de 500, mais vraiment pas une fiche là, d'équipe de séries éliminatoires, là, donc 500 là, plus une victoire ou 500 moins une victoire, là, se retrouve en série. Et en première ronde, ces équipes-là ont une fiche de 6-2. Et là, il rappelait qu'en 2011, dans les séries, en janvier 2011, les Saints, qui étaient deuxième dans la division sud, avaient une fiche de 11-5, visitaient à Seattle les Seahawks, qui avaient gagné la division ouest avec une fiche de 7-9. Et c'est le match qu'on va... le match, là, on va toujours s'en souvenir, la course de Marshawn Lynch, qui avait là, lancé Tracy Porter au bout de ses bras, là, le Beastquake qu'on avait appelé, et les Seahawks avaient gagné 41-36. Est-ce que ce genre de scénario se répétera dans le match de... Je pense que c'est lundi soir, ce match-là. On verra. Moi, je veux dire... Brady, Brady me fait toujours un peu peur dans ce genre de situation-là. Moi, après la défaite... bon, là, évidemment, là, il y a probablement un parti pris ici. Mais après, en 2017, après la défaite de Brady contre les Eagles au Super Bowl, je pensais que Brady s'en était fini, que les Patriots s'en étaient finis. Et écoutez, c'est pas ça du tout qui est arrivé. L'histoire m'a... Peut-être que j'ai une peur de Brady à cause de ça. Donc, ben on verra. Mais je pense quand même que les Cowboys vont gagner ce match-là contre Tampa Bay lundi soir. Je pense que c'est lundi soir, peut-être que je me trompe. Sinon, l'autre match qu'il y a eu ce week-end qui m'a un peu titillé et qui a mis un doute en moi pour les séries à venir, c'est la défaite des Chargers contre les Broncos. Bon, c'est tout que les Broncos cette année, c'était la déception de l'année. Plusieurs les voyaient comme des prétendants au Super Bowl. On ne reviendra pas là-dessus. Mais les Chargers, honnêtement, d'abord, je l'ai dit, je pense que Staley n'est pas le coach. En fait, je pense que ça aurait été mieux pour les Chargers s'ils n'avaient pas fait les séries. Comme ça, Staley aurait perdu sa job et ils auraient pu... Il faut qu'ils engagent, en fait, un entraîneur offensif pour le futur de ce jeune carrière-là. Là, les Chargers, qui est une équipe très, très inconsistante, s'en vont jouer contre les Jags. On ne sait pas si Mike Williams va être là contre contre les Jaguars, pardon. Les Jags, Trevor Lawrence est un des meilleurs carrières de la ligue depuis 1 mois et demi, 2 mois. Les Jags ont un momentum. Moi, je pense que ça va être la haute surprise. Les Jags vont battre les Chargers. Le fait que ce soit à domicile pour les Jags, je pense pas que ça change grand-chose parce que du football de série à Jacksonville, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, de toute manière, je pense que les Jags gagnent ce match-là. Sinon, continuons avec les autres matchs qui s'en viennent dans les séries. Évidemment, je pense que 3 matchs avec des vainqueurs assez évidents. Les Seahawks qui visitent les Niners de San Francisco. Les Seahawks, c'est une belle surprise cette année. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait 4 ou 5 victoires à tout casser avant le début de la saison. Geno Smith aussi, c'est une belle histoire. Mais là, depuis quelques semaines, la défensive va recommencer à jouer comme l'an dernier. Ça a été difficile. Ils s'en vont voir les Niners qui sont probablement une des équipes qui me fait le plus peur dans la nationale, assurément. Là, je pense qu'ils sont meilleurs que les Eagles. Et là, je parle contre mes Eagles. Donc, je pense que les Niners vont gagner ça facilement. Ensuite de ça, on a les Dolphins contre les Bills. Je pense qu'encore là, surtout à Buffalo, dans le froid, les Dolphins ne feront pas le poids. Je pense que c'est une victoire facile des Bills. Et l'autre victoire que je vois facilement arriver, c'est les Bengals. Moi, les Bengals, pour moi, c'est la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Meilleure que les Bills, meilleure que les Chiefs, meilleure que les Niners. Ils ont une excellente défensive, des bons receveurs de passe, un bon jeu de course. Et ils ont Joe Burrow, que j'adore. Les Ravens sont extrêmement combatifs. Ça fait 2 ans qu'ils sont, mais tu sais, affligés par des blessures. Et ils ont quand même une fiche de 10-7 cette année, mais ils ne font pas le poids contre les Bengals.
Et là, on va arriver au dernier match. Je me pense que ça va être la surprise. Les Giants vont battre les Vikings à Minnesota. Les Minnesota ne joue pas très bien depuis 1 mois et demi, 2 mois. La défensive particulièrement mauvaise. 20e de la ligue contre la course, 31e contre la passe, 31e au total. Leurs matchs sont toujours serrés jusqu'à la fin. En fait, ils ont une victoire de 11 victoires. Ils ont une fiche de 11 victoires, 0 défaites. Lorsque leur match se termine par 8 points ou moins, donc une possession de différence. On peut voir ça comme un signe de combativité de leur part, mais on peut voir ça aussi comme une équipe qui a de la misère à garder son avantage en fin de match. Puis là-dedans, dans ces 11 victoires-là, si on exclut les Jets, les Dolphins et Buffalo, ça a été contre Détroit, Nouvelle-Orléans, Chicago, Arizona, les Jets, la Nouvelle-Angleterre et Indianapolis. Donc, c'est pas des grosses équipes. Le match contre les Dolphins, c'était Bridgewater qui s'est blessé et Thompson qui a fini le match. L'offense a été anémique. Et c'est au quatrième quart, c'est là que les Dolphins sont revenus et ont rapproché le match à une possession. Donc, la défense des Vikings s'est effondrée au quatrième quart dans ce match-là. Dans le match contre les Bills, là, c'est la défense des Bills qui s'était écroulée. Il avait accordé 312 verges juste à Jefferson et à Cook. Mais ceci dit, ça a fini en prolongation. La défense n'a pas réussi. Écoute, je pense qu'on a fait 487 verges, je me souviens bien, en offense. Et quand tu fais 487 verges en offense, je veux dire, faut que t'as clairement, pour que tu rentres en prolongation et gagner seulement par 3 points dans ce genre de match-là, là, clairement, clairement, ta défense t'a laissé tomber. Et puis, oui, c'est ça. Puis, je veux dire, Allen avait lancé une mauvaise interception en fin de match, là, si je me souviens bien. Donc, c'est ça. Et puis, le match, justement, là, contre les Giants, encore une fois, les Vikings s'étaient effondrés au quatrième quart. Là, on est en série. Brian Daboll est un excellent coach de situation. Donc, lorsque on doit gérer une position sur le terrain avec tant de temps restant, tant de temps d'arrêt, il est très bon pour ça, pour diriger son équipe. Pour le situational football qu'on appelle, il est très bon. Les règles en prolongation ne sont pas les mêmes en série qu'en saison régulière. Donc, moi, je dis que les Giants battent Minnesota. Donc, c'était ça pour mes prévisions de la première fin de semaine de football. Sinon, pour terminer, parce qu'aujourd'hui, Louis n'est pas là pour m'obstiner, donc évidemment, ça va être beaucoup plus court. Jim Harbaugh aurait rencontré les Broncos de Denver. Et on lui aurait, selon les rumeurs, le salaire offert à Harbaugh pour aller coacher à Denver serait dans les alentours de 20 millions de dollars. Jim Harbaugh, en ce moment, à l'Université du Michigan, a vraiment un futur absolument brillant. Bon, ça fait quelques années qu'il est là, il a eu des difficultés à un certain moment, il a dû accepter une réduction de son salaire, mais il a réussi à établir un programme, et là, ce programme-là va durer pour quelques années. Là. On s'entend, lorsque tu as réussi à établir un programme qui a du succès comme Michigan a en ce moment, avec un coach comme Jim Harbaugh, avec la réputation, l'aura, le charisme qui vient avec Jim Harbaugh, tu peux assurer la pérennité d'un programme de football collégial américain pour une décennie. On s'entend, la chose la plus importante dans le football collégial, c'est le repêchage. Comment tu vas attirer les joueurs qui viennent du high school. Et là, ils ont tout ce qu'il faut à Michigan pour faire ça. Jim Harbaugh a tout ce qu'il faut. Donc, il pourrait avoir,
on pourrait avoir à Michigan un genre de dynastie comme on a à Alabama, à Clemson, à Ohio State depuis 10 ans. Là, Denver lui offre un poste. Évidemment, c'est énormément d'argent. Mais ça pourrait se terminer très rapidement. Et tout, en fait, là, tout, en fait, va tourner autour de Russell Wilson. Est-ce qu'on est capable de ramener Russell Wilson au niveau où il était il y a 2-3 ans? Et si ça ne marche pas, ça, il n'y a pas beaucoup de manœuvres pour gérer la situation. Parce que la situation au niveau de la masse salariale, elle est catastrophique à cause de l'échange de Russell Wilson et à cause de l'échange de Russell Wilson et du contrat qui est venu avec. La situation au niveau des choix au repêchage est aussi assez catastrophique pour les 2-3 prochaines années à cause de l'échange de Russell Wilson. Et les jeunes joueurs talentueux qu'on avait ont été envoyés à Seattle. Donc, si ça ne fonctionne pas avec Wilson, Harbaugh risque de prendre sa job. On s'entend, le niveau de pression qui vient avec ce job-là, c'est énorme. 20 millions de dollars, une équipe qu'on considérait il n'y a même pas un an comme une prétendante au Super Bowl, qui a été finalement une des pires équipes de la Ligue. Ça vient avec beaucoup de pression. Ça vient avec beaucoup de pression et... Non, moi, si j'étais... je pense que si j'étais Harbaugh, bon, je suis peut-être plus conservateur que lui, et on ne m'offre pas 20 millions de dollars non plus là, dans la vie. Je resterais à Michigan. Pour moi, ça pourrait facilement devenir un cadeau empoisonné. Ça pourrait facilement devenir un cadeau empoisonné, cette offre d'emploi-là. Ceci dit, si on réussit à ramener Russell Wilson, comme je l'ai dit, au niveau d'il y a 2-3 ans, clairement, on a une équipe qui fait les séries, même dans cette division-là où il y a les Chargers et où il y a les Chiefs. Mais bon, ça aussi pendant la saison, ça va être intéressant. Si on revient aux rumeurs, et là, ces rumeurs-là, honnêtement, quand j'ai vu ça, 20 millions de dollars, j'ai de la misère à y croire. Mais ça m'a fait, surtout j'ai pensé à quelque chose, ça m'a amené une question. Si on offre 20 millions de dollars à Jim Harbaugh pour venir coacher les Broncos de Denver, combien on va offrir à Sean Payton pour qu'il revienne dans la NFL? Ça va faire sauter la banque, ce salaire-là. Parce que si Harbaugh est payé 20 millions de dollars, clairement, Sean Payton va être payé 25 millions de dollars. Du jamais vu. Encore une fois, on va reparler de tout ça dans la saison morte. Sur ce court podcast ce soir, j'ai pas Louis qui est là, évidemment, pour m'ostiner, donc ça raccourcit les choses. Bonne fin de semaine de football, première fin de semaine des séries. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde, en vous souhaitant une excellente fin de soirée.